On dit que l'argent peut presque tout acheter, mais il existe une monnaie que les plus grands empires du XXe siècle n'ont jamais pu se procurer, la tranquillité d'esprit. Parfois, l'ambition n'est pas un moteur, mais un piège, un mécanisme implacable qui, une fois enclenché, ne s'arrête plus. Aujourd'hui, nous allons analyser l'histoire d'une dynastie dont le nom est devenu synonyme de pouvoir absolu, de navires immenses et de fortunes qui défiaient toute logique. Mais que se passe-t-il lorsque le piédestal sur lequel on place sa famille devient si haut que l'air en devient irrespirable? Voici l'histoire d'une lignée qui possédait tout et qui, précisément à cause de cela, a tout perdu de la manière la plus cruelle qui soit. Ce n'est pas seulement une histoire d'affaires, d'îles privées ou de gros titres, c'est une étude sur la façon dont l'obsession du contrôle peut dévorer les liens les plus sacrés. Descendre d'un monde en flammes, un homme s'est élevé pour conquérir les mers, convaincu que sa seule volonté suffirait à plier le destin à sa volonté. Pourtant, le destin, dans sa forme la plus ironique, a finalement exigé son dû là où il ne pouvait trouver refuge, au sein même de sa maison. Rejoignez-moi dans ce voyage à travers les années de splendeur et les décennies d'ombre. Nous analyserons, pas à pas, comment la lumière aveuglante de la richesse peut masquer d'immenses abîmes. Avant de plonger dans cette histoire, je vous propose un exercice. Trouvez un seul mot qui résume les ravages de l'ambition démesurée sur l'être humain. Gardez-le précieusement, car au terme de ce voyage, nous verrons si ce mot suffit à expliquer la tragédie de la famille Onassis. Pour comprendre pourquoi une famille finit par être dévorée par sa propre légende, il est impératif de remonter au moment précis où l'histoire a commencé à dérailler, bien avant que les yachts ne fassent la une des journaux et que le nom de famille ne devienne synonyme d'opulence. Tout a commencé par un incendie. Il ne s'agit pas d'une métaphore rhétorique. C'est le fait biographique qui explique la psyché d'Aristote Onassis. La ville d'Izmir, en 1922, était un creuset de culture où la famille Onassis prospérait dans le commerce du tabac. Mais le XXe siècle, avec ses tendances destructrices, n'a épargné aucun coin du monde. Aristote, à peine âgé de 16 ans, a assisté à l'effondrement de son monde. Incendie, persécution, chute d'un ordre social qu'il considérait comme immuable. Voir le monde que l'on connaissait, réduit en cendres en quelques heures, marque à jamais le caractère d'un adolescent. Une telle expérience ne crée pas un homme d'affaires conventionnel. Cela crée un prédateur du destin, quelqu'un qui comprend, avec une clarté terrifiante, que la sécurité est une illusion et que le seul moyen de garantir que personne ne vous prendra plus jamais rien est de tout posséder. Lorsqu'Aristote débarqua en Argentine, il n'apporta ni mal d'argent, ni lettre de recommandation d'aristocrates grecs. Il apporta quelque chose de plus dangereux, une soif de pouvoir insatiable et la conviction absolue que le monde lui devait réparation pour ce qui lui avait été pris à Smyrne. L'Argentine des années 1920 offrait le terrain idéal à un homme qui ignorait tout des contraintes de temps et des conventions sociales. Il commença tout en bas de l'échelle, sur les quais et dans les bureaux d'importation, apprenant le langage des marchandises et, surtout, celui des gens. Il comprit, avec une intuition presque primitive, que dans le monde du capital, celui qui parle le premier et exerce le plus de pression fait la loi. Son ascension dans le commerce du tabac ne fut pas un marathon, mais une véritable invasion. Il ne se contenta pas de vendre, il infiltra les réseaux de distribution jusqu'à ce que ses concurrents deviennent superflus. C'est durant cette phase que l'architecture de sa méthode commença à se dessiner, le contrôle total comme mécanisme de survie. Aristote n'a pas bâti un empire pour le confort, mais pour construire une forteresse. Si la navigation fut son moyen d'accéder à la domination mondiale, c'est parce que la mer, contrairement à la terre, permet l'isolement. Un empire maritime est un royaume mobile, un réseau d'acier qui franchit les frontières sans autorisation. Son audace a sollicité des prêts pour la construction de pétroliers, avant même la signature des contrats, était la manifestation concrète de son orgueil démesuré, si sûr de son pouvoir de persuasion auprès des rois, des dictateurs et des capitaines d'industrie, il considérait le risque comme une simple formalité bureaucratique. Chaque navire qu'il lançait n'était pas un simple transport de pétrole brut, c'était un bastion de sa gloire, un étendard de sa capacité à défier les lois de l'économie traditionnelle. Pour Aristote, le pétrole était le nerf de la guerre du XXe siècle, et il s'était stratégiquement positionné comme le maître de ses artères. Cependant, ce processus d'accumulation n'était pas sans prix.
L'énergie nécessaire pour passer de réfugié apatride à l'un des hommes les plus riches de la planète exigeait une transformation profonde de son caractère. L'empathie était un fardeau lorsque le but était la domination. Le doute, un luxe qu'un homme avec un tel passé ne pouvait se permettre. Dans les bureaux de son entreprise en pleine expansion, Onassis ne tolérait aucun compromis. Ses employés étaient les instruments de sa volonté, et ceux qui ne se conformaient pas à son rythme étaient congédiés avec la même froideur qu'un navire débarqué au port. Cette dynamique du zéro défaut, il la transposa finalement dans sa vie personnelle. Si dans les affaires, on peut donner un ordre et s'attendre à une obéissance immédiate, dans la vie familiale, le résultat est une catastrophe émotionnelle. La distinction entre associé et fils devint floue à ses yeux. Pour Aristote, tous deux existaient pour servir un dessein supérieur, la perpétuation de sa légende et la protection de son empire. La véritable tragédie de la construction de ce mythe réside dans le fait que, tandis que sa fortune devenait incommensurable, sa capacité à nouer des relations humaines diminuait en proportion inverse. Il s'entourait de luxes ostentatoires, des îles privées qu'il décorait lui-même comme des décors de cinéma, des œuvres d'art acquises non pour leur esthétique, mais pour la valeur de la signature, et une cour de flatteurs qui n'osait jamais lui dire non, mais cette opulence était, en réalité, une architecture d'isolement. Aristote Onys, l'homme qui achetait des avions comme des jouets, se retrouva prisonnier d'une cage dorée qu'il avait lui-même construite. La solitude du pouvoir est une réalité que seuls ceux qui ont éliminé tous les obstacles entre eux et leurs désirs peuvent comprendre. Sans frein, ayant supprimé toute friction extérieure, il constata que la seule résistance qui lui restait était la sienne. Et dans cette lutte contre lui-même, dans cette tentative de projeter une immortalité qui n'était pas la sienne, il commença à semer les graines du ressentiment chez ses propres enfants. L'Empire n'était pas qu'une question d'argent, c'était un récit qui dictait que le nom de famille était destiné à traverser les âges. C'est pourquoi, à leur naissance, ces enfants ne vinrent pas au monde comme des êtres humains dotés de leur propre volonté, mais comme des pions sur un échiquier dont le plateau était déjà tracé et les règles prédéterminées. Aristote n'élevait pas des enfants, il forgeait des héritiers. Et dans sa logique implacable, l'amour était une forme de contrôle. S'il leur offrait les meilleures écoles, les plus beaux vêtements, les meilleures expériences, comment pouvait-il oser être malheureux? C'était la question qu'il ne se posait jamais, aveuglé par sa toute-puissance de nouveau riche. Pour lui, le malheur était un manque de gratitude, une faiblesse de caractère face à l'opportunité qu'il leur avait offerte par ses efforts surhumains. À mesure que l'Empire s'étendait, les ombres s'allongeaient. Lors de ses voyages dans les ports les plus importants du monde, Aristote était au centre de toutes les attentions. Mais derrière les portes closes, il laissait derrière lui un cortège d'exigences et d'attentes que personne ne pouvait satisfaire. Son épouse, Athina, fut la première à ressentir le poids de cette machine implacable. Ce n'était pas une union d'amour, mais une fusion de dynasties, une alliance stratégique conçue pour consolider sa domination sur le marché maritime grec. Avec sa sensibilité, elle incarnait tout ce qu'il tentait d'enfouir sous des tonnes d'acier et de pétrole. La fragilité, le désir d'une vie domestique à l'abri des regards et la quête d'une véritable intimité. Il ne pouvait être plus différent. Tandis que lui voyait le monde comme un échiquier, elle le ressentait. Et dans ce choc des réalités, elle finit brisée, laissant les enfants au cœur d'un véritable champ de mines émotionnelles où l'affection avait été troquée contre l'obéissance. La construction du mythe Onassis est donc l'histoire d'un homme qui a confondu accumulation et épanouissement. Aristote a accompli ce qu'aucun autre grec de sa génération n'a fait. Il a mis le monde entier à genoux devant son chéquier. Craint par les politiciens et convoité par les célébrités, il a transformé son nom en symbole ultime d'un âge d'or qui, sous une apparence trompeuse, était gangréné par la solitude. À la fin de son règne en tant qu'architecte de l'Empire, il ne bâtissait plus de richesses. Il construisait un mausolée. Et bien qu'il l'ignorât encore, ce mausolée était destiné à être rempli bien avant que ses calculs financiers ne le permettent. La grande leçon de son ascension est aussi sa plus grande ironie. Il a consacré sa vie à assurer un héritage à Alexandre, sans comprendre qu'en faisant cela, il étouffait la seule vie qui comptait vraiment pour lui. L'Empire était bien réel, les navires aussi, l'argent inépuisable,
Mais l'âme de cette famille commençait déjà à se flétrir bien avant que le premier avion ne s'écrase sur la piste d'Athènes. Il avait bâti un édifice colossal, certes, mais sur du sable, ignorant que le poids d'une ambition démesurée est à long terme plus destructeur que l'incendie qui, des années auparavant, l'avait contraint à fuir Smyrne en quête d'un avenir qu'il n'a jamais trouvé. Alexander et Christina n'ont pas passé leur enfance dans des maisons, mais dans des décors conçus pour être mis en valeur. Aux yeux du monde, ils étaient les enfants les plus chanceux de la planète, héritiers directs d'un roi moderne. Pourtant, derrière les murs des demeures, sur le pont du yacht, la réalité était bien différente. Christina aux danses, les couloirs des pensionnats suisses, la réalité était une chorégraphie d'isolement affectif. Aristote n'éduquait pas ses enfants. Il les gérait comme des actifs stratégiques au sein d'un portefeuille d'investissement. La cage dorée n'était pas une figure de style. Il s'agissait d'un système complexe de surveillance, d'exigences démesurées et d'une absence totale de ce qui constitue une enfance normale, le jeu, les erreurs et la chaleur désintéressée. Dans ce monde privé, l'affection était conditionnée par les résultats obtenus. Alexandre, fils unique, portait le poids de la continuité dynastique. Dès son plus jeune âge, sa vie était une répétition perpétuelle pour succéder à une volonté inflexible. Christine, quant à elle, vivait dans l'ombre d'un père qui, bien qu'aimant, ne savait comment gérer une fille en quête désespérée d'une reconnaissance qu'il réservait exclusivement à ses affaires. Leur mère, Athina Libanos, s'effaçait peu à peu. Son mariage avec Aristote était devenu un champ de bataille d'infidélité et de pouvoir, où les enfants apprenaient à naviguer avec précaution autour des conflits d'une autorité qui, lorsqu'elle éclatait, se manifestait avec une force dévastatrice. Leur éducation fut un parcours à travers les institutions les plus prestigieuses d'Europe. Là, sous le joug des uniformes et la discipline des internats, Alexander et Christina devinrent les observateurs d'un monde auquel ils n'appartenaient pas vraiment. Ils n'étaient pas comme les autres enfants. Ils étaient les enfants d'Onassis. Ce statut fit d'eux la cible d'une curiosité malsaine et souvent des instruments de pression sociale. Alexander, en particulier, développa un caractère introverti. Il ne trouvait pas refuge dans les fêtes fastueuses de son père, mais dans la technologie et le silence. C'est là que naquit sa passion pour l'aviation. Dans le ciel, contrairement aux affaires de son père, il n'y avait ni intermédiaire, ni négociation, ni hiérarchie toxique. Il n'y avait qu'une machine qu'il contrôlait et une liberté inviolable. Pendant ce temps, le yacht Christina Océlieu devint l'épicentre de leur éducation affective. C'était un navire qui fonctionnait comme une ambassade flottante du pouvoir. Là, Alexandre et Christina voyaient défiler les personnalités les plus importantes du monde politique, du cinéma et de la haute société. Mais cette profusion de visages célèbres masquait une profonde carence affective. Ils observaient un père qui absorbait l'énergie de chaque pièce, qui dévorait les sujets de conversation et qui, dans son narcissisme, remarquait à peine que ses enfants grandissaient avec une soif d'affection que l'argent ne pouvait étancher. Pour Aristote, leur offrir une croisière en Méditerranée était une preuve d'amour suffisante. Pour ses enfants, ce n'était qu'un autre environnement où ils devaient jouer un rôle, où leur individualité se perdait dans le prestige du nom de famille. Leur solitude était structurelle. Entourés de gouvernantes, de gardes et de secrétaires, ils manquaient d'une figure tutélaire qui ne voyait pas en eux le reflet de leur propre ambition. Christina, plus perspicace et vulnérable, développa très tôt une profonde insécurité, exacerbée par un père qui, avec une maladresse alarmante, critiquait son apparence et la comparait sans cesse au canon de beauté des femmes qu'il fréquentait. Alexandre, quant à lui, se replia de plus en plus sur lui-même. Il apprit à dissimuler ses émotions pour ne pas être manipulé. Une stratégie de survie héritée directement de la froideur d'Aristote. Le conflit entre le père et ses fils était silencieux, constant et surtout suffocant. Aristote ne comprenait pas que le contrôle absolu est incompatible avec l'amour véritable. Pour lui, protéger signifiait décider. Décider de leurs études, de leur fréquentation, de leur lieu de villégiature estivale et, finalement, de qui ils aimeraient. Mais cette stratégie fut une erreur fatale. Plus le patriarche tentait de protéger ses héritiers,
plus ils fragilisaient le tissu affectif qui les unissait. Au final, la cage dorée ne les protégeait pas seulement du reste du monde, elle les confinait dans un vide où le nom Onassis commençait à primer sur la vie elle-même. Ils étaient des princes sans royaume, contraints d'hériter d'une couronne qui, peu à peu, leur semblait une condamnation à mort. Au début des années 1970, Alexander Onassis se trouvait dans une situation que beaucoup lui envieraient, mais qui représentait pour lui un carrefour existentiel insoutenable. À 25 ans, l'héritier était un jeune homme intelligent, d'une élégance réservée qui contrastait fortement avec l'exubérance de son père. Pourtant, intérieurement, la tension entre la loyauté filiale et le besoin de se forger sa propre identité avait atteint un point de non-retour. Alexander n'était pas seulement le fils d'une légende, il était prisonnier d'un récit qu'il n'avait pas écrit. Tandis qu'Aristote voyait en son fils la pièce manquante pour consolider son héritage, Alexander voyait en son père une force dont il admirait la capacité de construction, mais dont il craignait la capacité d'anéantissement émotionnel. L'aviation, sa passion technique et méthodique, était devenue sa seule limite personnelle. Le seul territoire où le nom Onassis n'avait pas d'importance, où une erreur était une leçon technique et non une transgression des normes aristocratiques. Le conflit le plus profond de ces années n'était pas d'ordre professionnel, mais profondément humain. Sa relation avec Fiona von Thyssen. Fiona, baronne divorcée d'une maturité qui lui permettait de voir au-delà de l'aura de son nom, représentait pour Alexandre quelque chose que son père ne pourrait jamais comprendre, un amour fondé sur l'égalité et non sur la domination. Pour Aristote, qui vivait selon le principe que protéger, c'est dominer, la présence d'une femme indépendante, dotée de son propre jugement et échappant à ses desseins stratégiques, était une menace inacceptable. Le patriarche déchaîna contre le couple tout l'appareil de pression qu'il avait perfectionné pendant des décennies. Il n'y eut aucun dialogue, seulement des tactiques, pressions économiques, tentatives d'isolement et une campagne constante de dénigrement de Fiona dans les cercles mondains. L'obstination d'Alexandre à maintenir cette relation fut, en fin de compte, l'acte de rébellion le plus honnête et le plus dangereux de toute sa vie. En résistant, Alexandre ne défendait pas seulement la femme qu'il aimait. Il cherchait à revendiquer son droit à la souveraineté individuelle, un droit qu'Aristote, dans son aveuglement de mania, considérait comme un manque de respect pour l'ordre naturel de son empire. Au milieu de cet épuisement, l'obsession d'Alexandre pour l'aviation s'intensifia. Ce n'était pas une fuite irresponsable, au contraire, c'était une vocation poursuivie avec une rigueur quasi ascétique. Les avions d'Olympic Airways, la compagnie aérienne de son père, étaient pour Alexandre le symbole de l'omniprésence paternelle qu'il cherchait à fuir. Il préférait piloter de petits appareils, des amphibies qui exigeaient une grande maîtrise technique et une connaissance approfondie de la physique. Chaque heure de vol était une heure de silence où les cris du pouvoir venant du monde extérieur n'avaient aucune emprise. Pourtant, le destin lui réservait une tragédie qui allait révéler l'absolue fragilité de tout ce qu'Aristote avait tenté de contrôler par son argent et sa force. Le 23 janvier 1973 devint, sans crier gare, la date qui scella l'histoire. Sur l'aérodrome d'Athènes, Alexander se préparait pour un vol de routine à bord d'un hydravion Piaggio, un appareil qu'il connaissait parfaitement et qui, en règle générale, était sûr. Mais la tragédie ne connaît ni statistiques, ni compétences. Au décollage, un concours de circonstances qui suscite encore aujourd'hui le scepticisme provoqua une panne critique. À quelques mètres de l'altitude de croisière, l'avion perdit de la portance, vira violemment à droite et s'écrasa sur la piste avec une violence inouïe. Alexander fut extrait des débris, souffrant d'une blessure à la tête que les médecins jugèrent d'emblée irréversible. La réaction d'Aristote à l'annonce de la nouvelle révéla, avec une crudité poignante, l'étendue de sa propre vulnérabilité. L'homme qui avait négocié des accords avec les gouvernements les plus puissants du monde, qui avait géré des crises maritimes internationales et qui semblait invincible, se retrouva soudain face à un mur infranchissable. Pendant 36 heures, Aristote vécut dans un monde parallèle de pur désespoir. Il mobilisa toutes ses ressources, fit venir les meilleurs neurochirurgiens de Londres, Paris et Boston, et attendit dans les couloirs de l'hôpital Evangelismos, le visage dénudé de tout masque. Pour la première fois de sa vie, l'argent n'était pas un outil pour résoudre le problème, mais une cruelle ironie.
La science, qu'il avait toujours cherché à acheter ou à soumettre, confirmait qu'il n'y avait rien à faire. Dans ces instants d'agonie, un Aristote que peu avaient vu se révéla, l'homme dépouillé du mythe. On le vit prier en secret, en grec, avec le désespoir de celui qui tentait désespérément de retrouver une foi sacrifiée sur l'autel du succès. Mais la réalité était indéniable. Le cerveau d'Alexandre était irrémédiablement endommagé. La tragédie résidait non seulement dans la mort imminente, mais aussi dans le fait que son héritier, son seul espoir de perpétuer son nom, et l'héritier de toutes ses ambitions dévorantes, lui échappait. La présence de Fiona à l'hôpital fut un nouveau coup dur pour le patriarche. La voir là, imperturbable, auprès du jeune homme qu'il avait si désespérément tenté de lui arracher, fut une leçon silencieuse de loyauté et d'amour qui, bien que tardive, résonna profondément dans la conscience d'Aristote. Le diagnostic final ne laissait place à aucun espoir. Après la confirmation de l'état végétatif irréversible, Aristote prit la décision la plus traumatisante de sa vie, autoriser l'arrêt des soins. Cet acte, ce départ forcé de son fils, marqua le premier véritable séisme structurel de l'Empire. La mort d'Alexandre à 25 ans n'était pas seulement une perte personnelle, elle anéantissait la raison même de tous les efforts du magnat. Toute sa vie, Aristote avait justifié chaque décision audacieuse, chaque sacrifice, chaque heure de travail, par l'idée qu'il bâtissait quelque chose pour son fils. Sans Alexandre, l'édifice était toujours là. Les marchés boursiers continuaient de tourner et les navires de naviguer, mais l'architecte avait découvert, avec une clarté dévastatrice, qu'il avait bâti au mauvais endroit. Cette perte déclencha un processus d'autodestruction aux manifestations erratiques. Aristote, incapable d'accepter le hasard, se lança dans une recherche frénétique d'un coupable. Son esprit, habitué à déceler des complots et des stratégies derrière chaque événement, refusait d'admettre la simple coïncidence. Cette incapacité à faire son deuil sainement, conjuguée à une profonde culpabilité, qui, bien qu'enfouie, commençait à ressurgir, fut le catalyseur d'une spirale infernale. La mort d'Alexandre n'emporta pas seulement un jeune homme plein de promesses, elle tua l'Aristote que le monde connaissait. L'homme qui quitta l'hôpital Evangelismos n'était plus le même. Il avait perdu l'image que son fils incarnait de lui-même, et ce vide laissa un abîme qu'aucune richesse, aussi immense fût-elle, ne pouvait combler. Cet après-midi de janvier, le mythe de l'invincibilité s'éteignit avec le cercueil d'un fils qui, ironiquement, était le seul à avoir tenté de s'affranchir de l'ombre paternelle. L'Empire perdurerait, mais la vie, au sens le plus profond du terme, s'était arrêtée pour tous les membres de cette famille. La mort d'Alexandre ne fut pas qu'une simple tragédie familiale, elle marqua le tournant qui précipita la chute d'Aristote Onassis. L'homme qui avait défié les marchés, les gouvernements et les conventions sociales se retrouva, pour la première fois de sa vie, face à un ennemi qu'il ne pouvait ni corrompre ni intimider, son propre vide existentiel. L'Empire maritime, qui pendant des décennies avait été le prolongement de sa volonté, devint soudain une structure dénuée de sens. Chaque navire voguant sous son pavillon lui rappelait sans cesse que le seul et unique bénéficiaire de cette entreprise n'était plus là. Aristote entama alors un cheminement d'abandon intérieur qui se manifesta dans sa santé physique autant que dans ses décisions professionnelles et personnelles. La maladie, cette alliée silencieuse de la mortalité, se présentait sous la forme d'hemiasthénie grave. Cette maladie auto-immune, qui affaiblissait les muscles volontaires, commença à se manifester avec une cruauté symbolique. Elle le privait précisément de ce qui avait toujours été son plus grand instrument de pouvoir, sa présence physique. Paupières tombantes, voix perdant son timbre autoritaire, difficulté à se tenir debout, autant de signes qu'Aristote, avec son déni caractéristique, tenta d'ignorer pendant des mois. Mais le corps ne ment pas quand l'âme a décidé de capituler. L'homme qui, jadis, imprégnait une pièce de son énergie dès son entrée, devait désormais déployer un effort surhumain pour simplement rester debout. La lutte contre la maladie devint le reflet de sa lutte contre le deuil, un refus d'accepter que son règne soit terminé. Au milieu de cette dégradation, son mariage avec Jacqueline Kennedy devint un fardeau insupportable. L'union, qui représentait alors l'aboutissement de son ambition, l'union du magnat grec avec la veuve la plus emblématique du monde, se révéla n'être qu'une vaine mascarade. Après la mort d'Alexandre,
Aristote cessa les efforts diplomatiques nécessaires au maintien des apparences. Il la blâma, de manière irrationnelle et profonde, pour un malheur qu'il ne comprenait pas lui-même. Pour le patriarche, la présence de Jacqueline lui rappelait une vie mondaine qui ne l'intéressait plus. Un théâtre de lumière et de caméras qui contrastait fortement avec l'obscurité de son propre chagrin. Les disputes se firent fréquentes, l'éloignement devint la norme et la séparation l'issue inévitable d'un mariage qui n'avait jamais reposé sur de véritables fondements. C'est durant cette période de solitude et de fragilité que Maria Callas revint au cœur de sa vie. La soprano, le grand amour qu'il avait sacrifié sur l'autel de son mariage avec Jacqueline, occupait un espace de mélancolie partagée, point de réconciliation triomphante, point de retour à leur passion d'antan, plutôt une rencontre entre deux êtres qui se reconnaissaient dans la défaite. Maria, qui luttait elle aussi contre la perte de sa voix, l'instrument qui lui avait conféré l'immortalité artistique, comprenait mieux que quiconque le langage du désespoir d'Aristote. Dans leur appartement parisien, au milieu de silences chargés d'histoire, ils traversèrent les derniers jours du mania. Elle n'avait besoin d'aucune explication. Il partageait le fardeau d'avoir aimé le destin d'une manière qui ne lui convenait pas vraiment. Aristote continua de travailler avec une obstination mécanique, bien que dépourvu de l'étincelle stratégique qui l'avait jadis caractérisé. Ses collègues observaient avec étonnement et pitié le déclin du lion. Personne n'osait évoquer son déclin. La crainte respectueuse qu'il inspirait encore masquait sa fragilité. Cependant, lors des réunions du conseil d'administration, son désintérêt pour les nouvelles acquisitions et son apathie face aux crises du secteur maritime confirmèrent ce que tous soupçonnaient. L'Empire ne lui appartenait plus, du moins plus spirituellement. Il avait perdu de vue la raison de sa création. Le 15 mars 1975, Aristote Onassis s'éteignait à l'hôpital américain de Paris des suites d'une pneumonie, maladie que son système immunitaire, affaibli par la myasthénie et le chagrin, ne put combattre. Sa mort marqua la fin d'une époque. Il n'y eut nulle part la grandeur qu'il avait imaginée pour ses adieux, seulement le silence d'une vie qui s'était achevée bien avant que son cœur ne cesse de battre. Christine, présente à ce moment, hérita non seulement d'une fortune, mais aussi du poids d'une absence qui commençait à miner la stabilité de ce qui restait de la dynastie. La tragédie d'Aristote ne résidait pas seulement dans la perte de son fils, elle résidait aussi dans la prise de conscience tardive qu'il avait consacré sa vie à ériger un piédestal si élevé qu'il avait fini par s'isoler de la seule réalité qui donnait sens à ses efforts. À sa mort, il laissa derrière lui un héritage d'acier, de pétrole et de puissance que le monde admirait, mais qui, au sein de sa famille, était synonyme de ruine émotionnelle. L'éclipse du patriarche fut totale. Il disparut entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter, mais dépouillé de ce qu'il avait véritablement tenté, à sa manière si erratique, de protéger. Avec sa mort, le chapitre du Titan se refermait, laissant place à l'étape la plus complexe et la plus douloureuse. La tentative de Christina de survivre à un héritage qui semblait marqué par une ombre inéluctable. L'homme qui possédait tout était mort en sachant qu'au fond, il ne possédait rien. La mort d'Aristote Onassis ne marqua pas la fin de la tragédie, mais plutôt le début d'un chapitre où le vide devint le protagoniste. À 24 ans, Christine Onassis passa du statut d'héritière d'un empire à celui de gardienne d'une dynastie brisée. Elle se retrouva soudainement face à une fortune que les analystes estimaient alors à des centaines de millions de dollars, mais ce capital était un fardeau inutile. Elle hérita d'une flotte marchande, d'îles, de demeures sur tous les continents et d'une entreprise exigeant des décisions impitoyables. Mais ce qu'elle portait réellement sur ses épaules était le traumatisme d'une famille désintégrée sous le poids de sa propre ambition. Christine, femme dotée d'une intelligence intuitive et d'un sens aigu des affaires, possédait les compétences techniques nécessaires pour gérer l'Empire, mais il lui manquait la carapace émotionnelle que son père avait si brutalement forgée. Pour Christina, la solitude était une condition fondamentale, une ombre qui la hantait même dans les salons les plus fréquentés du monde. Sa vie d'adulte devint une quête désespérée de la chaleur familiale qui lui avait toujours manqué. Ses 4 mariages reflétaient ce manque. Chaque union, de son premier avec un homme d'affaires beaucoup plus âgé, à son mariage surprenant avec un citoyen soviétique en pleine guerre froide, était une tentative de trouver une stabilité que le nom Onassis, à lui seul, ne pouvait garantir.
La presse, avec une cruauté qui serait inacceptable aujourd'hui, disséquait chacune de ses romances ratées, transformant sa vie privée en un spectacle morbide. Christina était perçue par le monde comme un objet exotique, la fille riche que tous plaignaient, mais que personne ne prenait le temps de comprendre. La lutte de Christina contre la dépression et ses fluctuations physiques constantes furent le théâtre de la dernière phase de sa malédiction. Selon les estimations du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, le bilan pourrait atteindre plus de 200 morts. La nourriture et certains médicaments devinrent ses alliés les plus discrets dans une tentative d'apaiser une douleur indicible. Tandis qu'elle s'efforçait de maintenir l'entreprise à flot, son système immunitaire émotionnel, que son père ne lui avait jamais appris à fortifier, s'affaiblissait. Le divorce d'avec Thierry Roussel, son 4e mari, et le père de sa fille Atina, fut le coup de grâce d'une série d'épreuves qui avait commencé dès son enfance, lorsqu'elle avait vu sa mère dépérir et son frère mourir dans le ciel d'Athènes. L'histoire des Onassis, de la reconstruction de l'empire d'Aristote, après l'incendie de Smyrne, à la solitude ultime de Christine, est une leçon sur les limites du pouvoir humain. Elle nous enseigne que la richesse extrême, lorsqu'elle devient une fin en soi, finit par dévorer ceux qui la possèdent. Aucune malédiction surnaturelle ne pesait sur la famille. Il y avait en revanche une profonde déconnexion avec l'humanité. Aristote a bâti un empire pour protéger les siens. Mais dans son obsession du contrôle, il a oublié que les êtres humains ne sont pas des actifs financiers et que l'affection ne se négocie pas dans une salle de réunion. Christine, la dernière héritière, fut l'ultime victime de cette erreur de jugement générationnel. Elle mourut jeune, laissant derrière elle une histoire qui sert de sombre miroir à quiconque croit que la réussite matérielle peut se substituer au bonheur. Avec le recul, on réalise que le nom Onassis n'est pas synonyme de grandeur, mais d'une profonde solitude partagée. L'empire survit dans les livres comptables, mais la famille est devenue un mythe tragique qui continue de fasciner, car, au fond, il nous rappelle nos propres faiblesses. Tous ces bâtiments, tout ce pétrole, tous ces navires, valaient-ils vraiment la peine pour finalement s'achever dans le silence d'une vie fauchée trop tôt? Telle est la question que nous pose l'histoire de cette dynastie. La fortune des Onassis n'était pas une bénédiction. C'était une épreuve qu'aucun de ses membres n'a pu surmonter. Une leçon sur la fragilité du succès lorsqu'il est dépourvu de sens au-delà des paillettes des couvertures de magazines. La tragédie des Onassis est, en substance, l'histoire d'une quête d'appartenance qui n'a jamais abouti. Chaque membre de cette famille, à sa manière, a cherché un lieu où se sentir en sécurité, où l'on pouvait être reconnu au-delà de son nom de famille, et chacun a fini par être englouti par la machine qu'il avait lui-même, ou que ses ancêtres avaient mise en branle. C'est la chronique de lumières aveuglantes qui, au final, plonge tout le monde dans les ténèbres. Et peut-être, en refermant ce chapitre, la leçon la plus importante ne concerne-t-elle pas la richesse, mais l'importance des choses qui, comme nous l'avons dit au début, sont véritablement inestimables. Le temps, la paix intérieure et la capacité d'aimer sans chercher à dominer. Nous voici au terme de ce voyage, à travers l'ombre de l'une des familles les plus puissantes et pourtant les plus tourmentées du siècle dernier. Si cette histoire d'ambition, de tragédie et de quête d'affection vous a permis de réfléchir à la véritable valeur des choses dans nos propres vies, je vous invite à rejoindre notre communauté. Si cette analyse vous a intéressé et que vous souhaitez poursuivre votre exploration des histoires des grandes figures de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Merci de nous accompagner dans cette aventure.